Que l'équilibre familial était très précaire finalement, puis que ça reposait beaucoup sur mes épaules. Ou en tout cas, j'ai pris cette responsabilité-là sans le faire de façon éclairée et consciente, là. Donc, je m'organisais pour faire ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Puis j'avais l'impression, dans le fond, que c'était comme jamais suffisant. Donc, j'étais constamment confrontée à l'échec de ne pas être assez bonne, rapide, efficace. Donc, ça, c'est... Tu sais, ça a été vraiment, vraiment sur mon enfance. Ça. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Yes! Clap! Bonjour Katia, Bonjour! bienvenue sur Harmony Stories. Je me présente Aboubakr. Nous sommes très contents de te recevoir sur ce podcast. Première fois qu'on est reçu au Canada. Donc merci pour d'avoir accepté notre invitation. Une histoire que je connais un peu en te suivant sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais bien qu'on élabore et qu'on ait aussi ton point de vue, tes leçons, tout ce que tu as pu traverser, parce que on en retient quelqu'un de très fort mentalement et que de tout ce que tu as traversé, on pourra y revenir. Mais avant d'y arriver, peux-tu te présenter aux personnes qui nous regardent et nous écoutent? Oui, ben premièrement, merci de l'invitation. Puis ça me fait plaisir là, de partager mon histoire, mon vécu avec d'autres. Oui, ben si je me présente, mon nom c'est Katia Bissonnette, j'ai 34 ans, j'habite au Saguenay, c'est une région au Québec depuis un peu plus de 10 ans. Donc, je me suis promenée beaucoup dans ma vie, mais là, ça fait quand même une bonne dizaine d'années que je suis à la même place. Donc, c'est plus stable ce côté-là. Commence toujours par une question un peu décalée de l'histoire de la personne, mais qui est quand même en raccord. J'aimerais te demander, de toute ta vie, c'est quoi la leçon la plus valuable que tu as appris? De toute ma vie, il y en aurait probablement beaucoup. Par contre, une que j'ai vraiment écoutée, c'est de justement pas écouter la partie en dedans de moi qui doute. Tu sais que si j'ai des intuitions, si j'ai des désirs, si j'ai des besoins, des ressentis, ben c'est d'aller vers ça. Puis même si il y a une partie de moi qui doute que j'ai pas confiance en mes capacités ou peu importe, mais c'est d'oser le faire pareil. Tu sais, c'est oui, ça peut me rendre vulnérable, mais en même temps, c'est le seul moyen que j'ai eu pour pouvoir avancer. Et la vulnérabilité, c'est aussi quelque chose de très important qui n'est pas forcément un défaut. Je pense qu'on pourra y revenir. Si on commence ton histoire par le début, où est-ce que tu grandis et quels sont un peu les souvenirs que t'en gardes? J'en garde pas nécessairement des bons souvenirs. Je peux dire jusqu'à mes 30 ans, là, ça a été assez raide dans ma vie. Donc, mon enfance, j'étais quelqu'un quand même de beaucoup stressée, anxieuse, beaucoup angoissée par rapport à la mort, par rapport au sens de la vie, même quand que j'étais enfant. Puis, tu sais, je ruminais ça dans ma tête sans nécessairement en parler. Donc, je me sentais très seule. J'avais des tocs, mais qui se fait plus mentalement. Donc, ça paraissait pas nécessairement. De calcul, puis de superstition, tout ça, tu sais, pour arriver un peu, j'imagine, à me sécuriser, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné vraiment, là. Fait que j'étais anxieuse, je me sentais pas en sécurité, j'aimais être seule, donc pour moi, d'aller vers les autres, je le faisais, puis tu sais, j'étais pas intimidée ni rien, mais je préférais être tout seule dans ma bulle, dans ma tête, donc c'est un peu ça que j'en garde comme souvenir. Je me sentais pas tellement à ma place chez moi à la maison. J'avais l'impression que beaucoup de tu sais que l'équilibre familial était très précaire finalement, puis que ça reposait beaucoup
sur mes épaules. Ou en tout cas, j'ai pris cette responsabilité-là sans le faire de façon éclairée et consciente, là. Donc, je m'organisais pour faire ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Puis j'avais l'impression, dans le fond, que c'était comme jamais suffisant. Donc, j'étais constamment confrontée à l'échec de pas être assez bonne, rapide, efficace. Donc, ça, c'est... Tu sais, ça a été vraiment, vraiment sur mon enfance. Ça. Et quand à ce jeune âge, on est déjà confronté à l'angoisse de la mort et qu'on prend ces responsabilités-là, comment on cherche un échappatoire ou parce que l'enfant a un besoin vital de plaisir, on va dire, de s'amuser, d'exutoire. Comment toi c'était quoi ton exutoire à toi? Comment tu faisais pour un peu un time off pour te libérer de cette réalité-là quotidienne? Ouf, je pense que je me réfugiais beaucoup dans ma tête, puis je pense dans ces superstitions-là ou dans essayer de me raisonner. Sinon, je faisais un peu comme les autres enfants, je faisais du sport, beaucoup, mais ça a pas aidé parce qu'il y avait je veux dire, il y avait l'anxiété de performance là-dedans aussi. Oui. J'étais dans des disciplines très sévères où est-ce que tout était calculé, donc très contrainte. Fait que j'étais comme un robot finalement, puis un robot qui est pas encore assez robot, tu sais. Fait que il y avait comme une ligne d'arrivée qui arrivait jamais finalement. Était toujours confronté à l'angoisse du résultat, et c'est quelque chose qui est dangereux pour un enfant, parce que souvent dans nos systèmes éducatifs, c'est toujours orienté résultat, à l'école, à la maison. Est-ce que tu t'es brossé les dents? Est-ce que tu as rangé la chambre? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Donc toujours orienté résultat, et c'est vrai que c'est hyper angoissant pour un enfant. Et maintenant, un peu dans ton métier que tu pratiques aujourd'hui, est-ce que tu as eu le temps un peu de réfléchir sur en tout cas d'une manière mentale, sur les enfants qui sont confrontés aux mêmes situations que dans lesquelles tu étais? Oui. Oui, c'est sûr. J'en vois beaucoup. Je travaille avec les adolescents puis les jeunes adultes. Puis ça me permet de voir ce qui me serait arrivé si, à un moment donné dans ma vie, je me serais pas révoltée. Tu sais, c'est comme, tu peux réagir en te soumettant, mais à un moment donné, tu peux aussi passer l'autre côté puis te révolter. Fait que moi, à un moment donné, ça l'a fait, mais je vois des gens que ça le fait pas ou qui sont dans l'adolescence puis qui sont encore soumis. Puis je trouve ça extrêmement triste parce que ces personnes-là s'individualisent pas. Il faut que je fasse ça. Ça vient même pas de leur intérieur. Il faut que je fasse ci. Ma mère m'a dit de faire ça. Je vais prendre les cours les plus difficiles tout d'un coup que je veux faire ça plus tard. Tu sais, au lieu de, écoute, tu sais, arrange-toi pour être bien avec toi-même. Puis tranquillement, tu sais, tu peux évoluer. Puis en te connaissant, choisir des choses qui font du sens. Mais là, les gens, là, les choix qu'ils font, c'est tout le temps par rapport au fait de faut être performant, faut que ça soit parfait, faut que je sois meilleur que les autres, puis je veux absolument pas décevoir mes parents. Fait que ça contraint là, épouvantable. Là. Mais quand ça m'inspire une question en deux parties, c'est une même situation mais il y a deux visions. La première c'est quel est ton discours du coup à un enfant qui est confronté à ça, pour lui, comment tu arrives à lui faire passer le message de il faut que tu t'écoutes, parce que c'est quelque chose que même des adultes n'arrivent pas à saisir, cette nuance-là de savoir s'écouter. Comment on instaure ce message-là chez un enfant? Moi, je travaille avec les ados, les enfants. Je trouverais ça difficile parce que justement, c'est des êtres tu sais, vulnérables, faut en prendre soin. Puis de voir ça chez les enfants, je pense que je serais trop sensible. Là. Je serais trop en colère, tu sais. Fait que je commence à partir de 13-14 ans là, à voir les gens. Oui. Mais c'est de ramener les choses à eux. Tu sais, les ados cognitivement sont assez développés pour faire des liens, avec qu'est-ce qu'ils ressentent, leurs émotions, leur comportement, puis faire OK, mais c'est ça que je veux vraiment, puis est-ce que ça en vaut la peine, mais de le ramener tout le temps à la personne. C'est qu'à un moment donné, ça prend son sens, puis la personne peut
s'affirmer tranquillement auprès de ses parents, puis dire, ben écoute, je comprends que vous voulez mon bien, mais moi, même, mettons, si je suis bonne en mathématiques, c'est pas nécessairement ça, qui m'intéresse, mais ça reste une option, mais j'aimerais mieux aller en musique, par exemple. Mhm. Et la deuxième partie du coup de cette question, c'est côté parent. Quel discours on tient à un parent pour qu'il comprenne qu'il doit, d'une part, même s'il a une responsabilité énorme sur l'éducation de son enfant, savoir l'écouter. Parce que faut pas non plus vivre sa vie et ses peurs et ses rêves au travers de son enfant, parce que c'est là où ça devient pervers et dangereux. Oui, c'est quand les parents empiètent sur l'individualité de son enfant, c'est pervers, c'est malsain. Et puis souvent les parents en ont pas conscience. Tu sais, un parent qui laisse vraiment son enfant, tout en lui donnant un cadre sécurisant, mais faire ses propres expériences, puis s'exprimer, vivre ses émotions. Tu sais, il y en a pas beaucoup. Mais c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre. Puis les parents, souvent, ça va ils vont comme prendre ça comme une attaque, tu sais, que l'enfant prenne une voix qui est différente de la leur ou perçoive la vie d'une façon différente. Mais, tu sais, c'est en même temps, c'est ça la vie, là. C'est Oui. Ça change, ça avance. Oui, mais avec les parents, c'est quelque chose de très difficile à faire parce que le rôle de parent, c'est très facile là, d'attaquer quelqu'un là-dessus. Fait que les gens ont des mécanismes de défense, des carapaces pour pas voir ça. Donc, ça devient quand même compliqué des fois à manœuvrer, mais c'est possible que les parents prennent conscience puis qu'ils adoptent des nouveaux comportements. Puis habituellement, ils se sentent mieux, puis leurs enfants aussi, tu sais. Et toi, tu parlais tout à l'heure d'une phase, quand tu arrives dans cette phase un peu adolescente, etc., ou même un peu plus loin, où tu dis que tu as deux échappatoires, soit de la soumission, soit la révolte. Et toi, tu te révoltes. Comment elle se passe cette phase-là où Katia se révolte? Ben, elle a été très extrême, intense et sur le long terme. Ça a duré en tout 18 ans. Wow. Donc, jusqu'à mes 30 ans. Où est-ce que, tu sais, j'en avais rien à foutre de la société, des valeurs de la société, du système, les gens qui étaient soumis au système. Donc, tu sais, je me suis vraiment comme mis à l'écart. Puis, à un moment donné, ben, tu sais, quand les ponts sont brisés puis que mon identité s'est construite là-dedans, c'était difficile de revenir... tu sais, même encore actuellement, je suis pas dans un cadre, tu sais, je suis travailleur autonome, puis parce que sinon, j'ai eu de la misère là, beaucoup avec mes études parce que j'étais tout le temps pas correct, j'étais tout le temps pas assez comme ils veulent, comme un peu l'enfance qui se rejoue. Mais, fait que tu sais, c'est très difficile, fait que cette révolte-là, elle a eu un coup. Parce que elle m'a amené dans les comportements autodestructeurs beaucoup. Beaucoup d'automutilation, beaucoup de toxicomanie, alcoolisme, tu sais, tentative de suicide. Donc, j'ai baigné là-dedans pendant 18 ans de temps. Et puis, à un moment donné, je veux dire, quasiment du début à la fin, j'avais pas espoir qu'un jour ça change. Et quand tu es dans cette phase-là, parce que wow, dans ces comportements que tu qualifies bien de autodestructeurs, sans pour autant être dans un jugement, on est plutôt dans la compréhension. Qu'est-ce qu'on cherche en fait mentalement, parce qu'on comprend qu'on est en révolte, mais qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? Ben, c'est à se libérer de l'emprise de la soumission finalement. Tu sais, de dire wow, stop, je veux décider de ce que je fais de ma vie, mais le fait de se révolter, c'est quand même dépendant des autres. Mais tu sais, c'est de faire le contraire. Fait que c'est ça qui est un peu ironique. Mais en même temps, la révolte est nécessaire pour qu'après la personne arrive à trouver comme vraiment ce qu'elle veut, tu sais, sans se soumettre, sans se révolter. Mais moi, le problème, c'est que ma révolte était beaucoup trop extrême. J'étais allée trop loin. Puis j'aurais pu facilement ne jamais m'en sortir. Là.
J'ai dit quelque chose de très intéressant de dire que la soumission ou la révolte dans tous les cas c'est envers la société et ça ce n'est pas là où on est indépendant. L'indépendance c'est quand on est droit dans ses bottes et qu'on vit en final en ses propres termes, pas être pour, pas être contre quoi que ce soit, mais être aligné entre guillemets avec soi-même. Oui, oui, c'est de pas complètement se soumettre à ça, mais on a des valeurs, c'est des faire transparaître à travers soi. C'est comme ça que la vie a fait du sens, puis de prendre sa place comme ça dans le cadre de la société, tu sais, juste assez pour dire, ben regarde, j'ai compris comment ça marche, mais tu sais, tu fais tes affaires de ton bord. Mais tu parlais tout à l'heure déjà que tu étais déjà confronté à l'échec de l'enfance. Et maintenant que tu es dans cette phase-là, dans ces 12 années-là dont tu parles, tu essaies quand même d'en sortir. Je lisais plusieurs fois de reprendre tes études, de revenir dans une vie plutôt normale, qui se continue souvent dans des échecs, de retomber entre guillemets dans ces travers-là. Comment on vit ces échecs-là sur ces moments-là? Et entre guillemets, qu'est-ce qui fait qu'on rechute? C'est une question un peu kitsch, un peu de quelqu'un trop peut-être innocent, mais qu'est-ce qui fait qu'on rechute dans ces moments-là et comment on le vit? Ben, il peut y avoir plusieurs raisons. Tu sais, dans la période de 18 ans où est-ce que j'ai consommé, déjà à 14 ans, 15 ans, je faisais ma première désintox. Tu sais, j'en ai fait 4 avant mes 20 ans. Fait que j'ai combattu tout le temps. Tu sais, je l'ai su pratiquement tout de suite que j'avais un problème de consommation. Tu sais, j'ai commencé à caler du fort tout seul le matin à 8 heures. Tu sais, fait que quand tu commences ton adolescence comme ça, là, ça se dirige pas mal vers quelque chose d'assez rock'n'roll, là, tu sais. Fait que j'avais cette conscience-là, une partie de moi qui savait, tu sais, que... Mais mes problèmes psychologiques, j'avais peur des gens, phobie sociale, j'avais des tocs, tout ça, ça faisait en sorte que je me sentais pas... j'avais pas de confiance puis j'avais pas d'estime. Fait que le fait de consommer, d'être absent, tu sais, de moi, ça me permettait d'affronter la vie sans nécessairement, tu sais, s'il y a un échec, ben c'est à cause que, tu sais, ça fait 3 jours j'ai pas dormi, puis tu sais, je veux dire, ça faisait en sorte que j'étais pas impliquée du tout, tu sais, j'étais vraiment à l'extérieur du système, puis j'étais comme bof. Puis quand j'essayais d'embarquer dans le cadre, ben c'était pas long que j'en sortais rapidement parce que là c'était pas tu sais, ça fitait pas pantoute. Mais qu'est-ce qui faisait que je rechutais, c'était le fait que je me jugeais sévèrement, je méritais pas de vivre, que de toute façon j'en valais pas la peine. Tu sais, c'est en ayant des croyances comme ça bien ancrées qui fait qu'à un moment donné tu dis bof, pourquoi je me forcerais. Puis tu sais, mais les tocs que j'avais, les obsessions compulsions, les obsessions c'était beaucoup par rapport à la consommation. Donc tu sais, si je n'étais pas en train de consommer, je pensais à quand je vais consommer. J'avais soif, des fois j'allais m'acheter de l'alcool en pleurant parce que ça me tentait pas de boire, mais j'étais tellement pris dans mes pensées que la seule manière c'était de boire, tu sais, pour l'enlever ou de consommer autre chose. Fait que c'était très puis à un moment donné, ben je suis plus capable de toffer ça, tu sais, fait que je consommais. Puis même encore aujourd'hui, même si ça fait 3 ans que là je suis sobre, abstinente d'alcool, drogue, ben à chaque nuit je rêve que je consomme. Chaque nuit, tu sais, ça veut dire que c'est encore présent, tu sais. Oui, c'est encore très présent. Waouh, waouh. Ouais. Waouh. Ça demande une énorme force mentale de pouvoir continuer à rester sobre. Et question un peu bateau. Quand qu'on a quelqu'un dans son entourage, hypothétiquement, qui traverse cette période-là, comment on peut l'aider sans pour autant, parce que je pense que la frontière est fine, de l'aider et d'être la personne qui est trop présente et au final, ça a l'effet contraire. Comment on peut se comporter avec un proche, une connaissance, un ami qui traverse cette phase-là dans un but de pouvoir l'aider à s'en sortir?
Ouais, c'est de pas tomber dans les pièges de la codépendance qu'on appelle. Dans le fait que de vouloir l'aider, ça le maintient dans sa consommation. Donc, ça lui permet de continuer. Puis là, le rôle de sauveur, ben peu à peu, la personne elle devient comme de sauveur à victime. Puis en tout cas, il y a tous des enjeux comme ça. Oui. C'est très présent par rapport à des parents envers leur enfant qui consomment. Mais ce qui est le mieux, c'est si c'est vraiment comme un proche, c'est d'aller chercher de l'aide pour savoir comment accompagner cette personne-là, pas l'aider, pas la sauver. Puis tant que la personne ne veut pas s'aider elle-même, personne a le contrôle sur la consommation d'une autre personne parce que elle-même n'a pas le contrôle. Fait que c'est impossible de l'avoir sur ça, c'est les pièges. Fait que c'est de fournir les outils à la personne, d'aller s'en chercher, puis tu sais, il y a pas tant grand-chose à faire que ça. Dernière tentative de te sortir de cet engrenage-là, où tu réussis cette fois-ci. On a parlé d'échec tout à l'heure. Maintenant, tu réussis. C'est quoi ton mindset à cette phase-là où qui te garde, en fait, au-dessus de tout ça et qui te permet jusqu'à aujourd'hui d'avancer? C'est qu'à un moment donné, j'avais réussi à m'accrocher à l'école, puis pour faire une histoire courte, après 4 tentatives, puis finalement, j'ai découvert que j'avais une passion pour la psychologie. Surtout parce que je comprenais rien vraiment au monde. Puis là, j'étais comme surtout la psychologie sociale, là, pour moi, c'était des réponses, comment ça fonctionne, puis en tout cas. Puis à un moment donné, ben j'avais rien pendant toutes mes études qui ont quand même duré pendant 10 ans à l'université. Fait que je vivais vraiment sous le seuil de la pauvreté. Puis mon argent, j'apprenais pour consommer. Fait que ça a été rushant tout le long, là. Puis j'avais beaucoup de conflits avec les gens. Puis à un moment donné, j'ai été mis dehors du doctorat parce que j'avais des mauvais comportements, comme si j'étais vraiment un enfant. C'était le bordel, mais c'est que j'étais tout le temps en mode survie, un jour à la fois. Je déménageais tout le temps, c'était l'instabilité totale. Puis à un moment donné, j'ai commencé à travailler à une place en tant que doctorante en psychologie. Donc, je finissais mon doctorat, puis avec un permis temporaire, je pouvais comme faire le travail d'un psychologue, tout en étant supervisé. Puis quand j'ai commencé à faire ça, là, ben le directeur de la place, il savait là que j'étais quelqu'un qui consommait puis tout ça, puis il m'en laissait passer, mais à un moment donné, il me dit écoute, j'aurais pas le choix là si tu te soignes pas, de te renvoyer là, tu sais. Mais fait que là, ça m'a fait prendre conscience que j'avais quelque chose à perdre, ce que j'avais jamais eu. Je me suis dit, j'ai tout fait ça, cette survie-là, pour là avoir ça, quelque chose qui a du bon sens, puis là, je le perdrais, là, je me ferais ça, là, vraiment, là, tu sais. Fait que c'est là que j'ai commencé, là, 4 ans, à encore essayer d'arrêter de consommer. Ça a pris j'ai eu quelques rechutes, mais là, ça fait vraiment plus que, un bon 3 ans que j'en ai pas eu, puis que, ça va bien. Puis aussi, c'est qu'à travers ça, je me suis construit tranquillement une vie que j'ai pas le goût de fuir. Oui. La réalité que j'ai construite, elle me convient parfaitement, c'est au-delà de mes attentes. Puis pourquoi que je serais dans un autre monde, sur une autre planète, à triper tout seul, non, tu sais. Très, très, très fort ce que tu viens de dire. Déjà, le fait d'avoir quelque chose à perdre qui te motive, mais aussi que tu aies réussi justement à construire une vie qui te convienne et que du coup maintenant t'as plus besoin de fuir, c'est très, très, très fort. Et j'avais entendu, je t'avais lu que tu écrivais quelque chose comme cacher la souffrance, ça produit plus de souffrance. C'est pas la solution, et je trouvais ça très, très puissant. Et c'est quelque chose qui m'avait énormément inspiré. Il disait que la meilleure place au final dans une tornade, c'est au milieu. Sinon ça va dans tous les sens. Donc faut pouvoir affronter ça. Et c'est très fort comme phrase d'avoir justement réussi à construire tout ça. Et maintenant, nouvelle vie.
nouvelle vie dont tu parles là, que tu as réussi à construire, comment elle se passe aujourd'hui ce métier de psychologue, mais aussi de conférencière, on va dire que tu partages beaucoup tes expériences. Comment elle se passe cette vie-là aujourd'hui? Elle se passe de mieux en mieux. De mieux en mieux, tu sais, dans les premiers temps que j'ai arrêté de consommer, puis que tu sais, j'ai été chercher de l'aide, psychologue, travailleur social, bref, tu sais, encore actuellement, j'ai cette aide-là, je m'entoure de bonnes personnes, puis de professionnels, puis, tu sais, faut pas hésiter à le faire. Mais quand j'ai commencé à bien aller, pour moi, c'était, tu sais, j'avais comme, j'avais plus d'obsession. Oui. Puis là, je paniquais parce que j'étais comme, hey, à quoi que je vais penser? Tu sais, j'étais comme libérée de ça, là. J'étais comme, Oui. fait que ça m'a ouvert sur, ben oui, mais aussi un angoisse parce que ça m'était pas arrivé. Je connaissais pas ça. Fait que ça m'a ouvert sur plein de possibilités. Puis l'enthousiasme que j'avais devant ces possibilités-là, ben ça a fait en sorte que j'ai créé quelque chose qui me ressemble vraiment. Tu sais, les repères que j'avais, ben j'ai prenais en dedans de moi, puis je me suis dit si ça passe, ça passe, puis si ça fonctionne pas, ben je ferai comme autre chose. Mais faut que ça me ressemble, faut que je veux pas me déguiser pour aller travailler, je veux pas faire à semblant d'être quelqu'un d'autre. Fait que je veux pas être un imposteur, puis parce que là ça faisait longtemps que j'étais tannée de l'être. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais m'afficher comme que je suis. Ça passe ou ça casse. J'en ai pas dormi de la nuit, là, tu sais, comme la première fois que ça a sorti dans les médias, là, dans les journaux locaux, surtout au Québec, là. Oui, oui. Mais il y a eu aucun commentaire de négatif. Il y a eu juste du support. Puis à ce moment-là, là, on parle de 2019 avril, là, Oui. à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie acceptée par les autres, reconnue. C'est comme si les gens m'avaient dit « Hey, c'est cool, Katia, on t'accepte comme que t'es, tu sais. » Puis à partir de là, la confiance, l'estime, mon assurance au travail, dans mes projets, là, ça s'est, tu sais, ça s'est, ouais. Skyrocket. C'est très fort parce que bah, c'est comme une boucle qui se finit. Au final, au début, tu commençais à vouloir sortir de la société. Tu arrives à cette phase-là où toi, tu t'acceptes et ensuite que tu as construit ta vie là comme tu l'aimes. Et maintenant, je vois que la société te dit, mais en fait, on t'accepte nous aussi et que tu trouves vraiment ta place que tu cherchais avant. Je trouve que c'est fort et qu'il a fallu prendre, chacun prend son chemin, évidemment. Et bien heureusement que tu aies pu reboucler cette boucle-là. Et tu parles de quelque chose je vais te poser la question parce que avant consommer, ça a occupé toutes tes pensées. Tout le temps. C'était quand est-ce que j'ai consommé, une fois que le shot de dopamine j'ai consommé, etc., toutes les réactions qui se passent dans ce corps, ça redescend et quand est-ce que je vais reconsommer. Et il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui, à la retraite, tombent dans des déboires, etc., ou dépensent tout leur argent, etc., mais qui retrouvent plus cet équilibre-là mental. Parce que avant, toute leur journée, c'était orienté sport. Je m'entraîne, je fais le match, ou etc., je performe à un certain niveau, je débrief, je me réentraîne. Et quand ça c'est fini, tu parles de cette angoisse-là. À quel point elle est sous-estimée, cette angoisse-là, et comment on réussit à trouver la lucidité d'en sortir et de s'occuper la tête avec d'autres choses qui nous nourrissent plutôt que nous détruisent? C'est une excellente question. C'est vraiment une bonne question. C'est les meilleures qu'on m'a posées. Mais oui, c'est clairement sous-estimé parce que les enfants qui font beaucoup de sport, justement, comme que je parlais tantôt, là, ben c'est un peu ça aussi qui leur arrive. C'est que quand ils arrêtent, ils ont plus rien, puis ils ont plus le cadre, là, tu sais, là. Oui. Fait que mais il y a une chose qui est importante puis qu'on oublie aussi par rapport à ça, c'est que l'ennui, c'est important. Mm-hmm. Puis moi, quand ça m'est arrivé, j'ai lu sur l'ennui, j'ai écouté des choses sur l'ennui, j'ai écrit sur l'ennui. Quand que je me
quand que je m'attaque à un problème, que ce soit l'angoisse de mort ou l'ennui ou peu importe, j'y vais à fond jusqu'à temps que la problématique elle soit comme intégrée, compris. Puis là, après, je peux passer à autre chose, tu sais. Mais, fait que l'ennui, c'est essentiel pour la personne qui désire créer. La créativité, ça se passe dans l'ennui, ça se passe quand quelqu'un est disponible, quand son esprit peut divaguer, qu'elle soit libre un peu de ça. Donc, les enfants, avec les écrans, ils s'ennuient plus. Dès qu'ils ont 5 secondes, ils vont prendre un écran. Donc, la créativité, l'imagination, l'imaginaire, tout ça, c'est en péril là, chez les enfants. Et même les adultes ne s'ennuient plus. Oui, mais notre cerveau est quand même, a quand même une base différente. Parce que quand on était petit, on allait dehors, puis on n'était pas hypnotisé par un écran. Là. C'est vrai. Et tu sais, il y a ce proverbe-là qui dit que l'oisiveté est un grand vice. Mais au final, c'est une question de ce que tu me dis qui est au final très nuancée. C'est pas que dans l'oisiveté, il faut l'accepter plutôt que d'essayer de la combattre pour essayer de trouver des choses. Et c'est là où on tue certaines choses en nous et qu'au final, on peut aussi faire des mauvaises nuances. Et c'est là, je pense, d'après ce que tu me dis, un peu la partie complémentaire là de cette phrase. Et à quel point parce que, question encore bateau, hein, mais on va dire que faut pouvoir accepter l'ennui. Et comment on fait pour ne pas tomber dans un relâchement total qui finira par nous nuire où on est au final pas du tout productif? Ça prend quelque chose qui est quand même équilibré. Tu sais, si dans une journée on est 70% actif, 30% passif, c'est quand même bien, là. Tu sais, c'est bon, là, parce que ça prend des moments où est-ce que on s'assoit. Moi, au départ, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je faisais 15 minutes sans rien faire. Au début, c'était super angoissant, mais aujourd'hui, là, je suis pas obligée de le planifier, là, j'ai le goût de le faire. Tu sais, là, il s'est passé beaucoup de choses. OK, je vais prendre un temps, puis c'est pas d'écran, pas de livre, mais c'est juste comme ça, puis l'esprit, elle se divague. Puis c'est là que mes idées souvent arrivent. Très, très, très important. Quand on a déjà parlé de ton passé, de ton présent qui est en train de se dérouler avec quand même c'était les challenges de tous les jours, hein. On va pas se le cacher parce que on parlait tout à l'heure que de tes rêves quasi journaliers. Comment tu vois ton futur, ton avenir? C'est quoi tes ambitions et tes projets? Je sais pas ce que je veux faire, mais je sais ce que je veux pas. Très important. Oui, c'est la base. Puis, ce que je veux pas, moi, c'est... je veux pas nécessairement avoir de maison, je veux pas d'enfants, je veux pas nécessairement vivre avec quelqu'un. T'sais, moi, j'aime ma liberté, j'aime le fait que chez moi, il n'y a pas de stimuli. Puis moi, je suis tripeuse de furets, là, les animaux. Là, Oui. Puis, fait que tu sais, chez nous, j'ai des furets, je m'occupe d'eux, je joue avec eux, tout ça. Fait que tu sais, moi, ça me plaît beaucoup. Puis, il y a souvent des gens qui me passent des commentaires parce que j'habite dans un quartier relativement pauvre, puis tu sais, dans un appartement. Bref, tu sais, les gens sont comme « Ah ouais, mais pourquoi tu habites là? Pourquoi que si? Pourquoi que... » parce que ça me coûte pas cher. Puis je veux dire, j'ai tout le temps été extrêmement pauvre. Je suis bourrée de dettes. Fait que je vais faire les bons choix. Puis je veux pas vivre sur mes cartes de crédit, tu sais. Je veux avoir une bonne santé financière, comme une bonne santé mentale, une bonne santé physique. Fait que tu sais, je veux, c'est ça moi mon but. Puis je me projette pas loin parce que je l'ai jamais fait. J'ai tout le temps été dans survie. Fait que moi, juste de profiter de la journée, de l'instant, de qu'est-ce qui se passe. Pour moi, ça me suffit, tu sais. D'être au final très présent dans le moment, dans aujourd'hui, dans le moment présent. Parce qu'au final, demain, on en parle souvent, mais il n'est pas tellement garanti que ça, que demain arrive. Et on reste positif et on dit qu'on pense toujours que demain sera là parce qu'il a toujours été là demain, de toute façon. On arrive sur la fin un peu de cette discussion très, très, très passionnante et intéressante. On arrive un peu à te comprendre plus et de voir tout ce que tu as traversé. Qu'est-ce que ça te rapporte
à toi? Parce que au final, tout ce qu'on fait, on y cherche un peu une satisfaction personnelle. Qu'est-ce que ça te rapporte personnellement de pouvoir aider les gens, de pouvoir les aider à aller au-delà de leurs difficultés, des obstacles que la vie leur présente? Pour moi, ça fait du sens dans ma vie parce que j'ai tout le temps haï travailler, là. Pourtant, j'ai travaillé extrêmement beaucoup à l'école, là, mais je veux dire, je suis pas quelqu'un, tu sais, j'ai eu tellement de petites job-in, là, je faisais 3 semaines, je m'emmerdais, là, c'était fait que je partais un autre. Fait que j'ai jamais mais là, le travail que je fais, là, j'adore ça, tu sais. Je prends des vacances, puis il y a une grosse partie de moi qui est contente, tu sais, de m'emmener, de revenir, puis faire yes, là, je me sens à ma place. Mais, à part ça, je ressens pas à l'intérieur quelque chose comme je sens que j'ai vraiment aidé quelqu'un. Je l'ai pas encore, ça. Tu sais, j'ai été longtemps pris dans des trucs de honte, puis fait qu'on dirait que tranquillement, tu sais, je me dégage de ça dans mon identité, puis peut-être ça va faire place à autre chose, mais pour l'instant, de façon honnête, je sais rationnellement que j'aide les gens, que je les accompagne, mais au niveau du cœur, je le ressens pas encore. Ben, j'espère que ça va arriver et que c'est quand même une sensation de fierté et qui booste, des gens que j'ai pu un peu côtoyer, qui évoluent dans le coaching ou l'aide, en tout cas, à des gens. Ça leur permet de mieux avancer. J'espère que ça arrivera pour toi ou whatever, qui te donne de l'énergie, pour continuer à le faire, plus continuer à le faire. On va finir par des petites questions rapides, où j'ai besoin de la première chose qui t'arrive en tête. C'est qui la personne qui a été la plus importante pour toi dans ta vie? Colin, hey, c'est dur ces affaires-là! Ben, je pense que la première personne, c'est la personne qui m'a engagée, tu sais, qui m'a dit, hey, là, j'aurais pas le choix de Mais cette personne-là, c'était, tu sais, elle est encore dans ma vie actuellement. Elle l'était avant cette période-là. Puis c'est une personne qui a cru en moi. C'était un prof à l'école, à l'université. Tu sais, c'est quelqu'un qui a cru en moi vraiment, vraiment. Tu sais, même que je me disais, coudonc, d'après moi, il se trompe de personne, tu sais, mais lui, il voyait mes capacités. Puis, ça m'a aidé à m'envoyer. Si je suis ici, c'est en grosse partie grâce à sa présence dans ma vie, puis qu'est-ce qu'il représentait, puis qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Et c'est important de croiser ces gens-là qui nous voient plus grands que ce qu'on est et plus grands que ce que nous, on se voit. 3 livres qu'il faut lire. Ah, ça... Mon Dieu. Ça, là, c'est vraiment, là. Parce que moi, j'en lis des livres en masse, puis je me disais, justement, aujourd'hui, là, j'ai des amis qui sont comme Katia, j'ai fini ton livre, puis là, je vais te commander l'autre, tu me dis, puis tout, puis là, je dis, de me trouver fatigante, tu sais, je suis dans là, hey, lis ça. Mais, dans les derniers temps, disons ça comme ça. Ben, le livre extra, c'est le livre de Viktor Frankl, Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie. C'est l'histoire d'un psychiatre, Viktor Frankl, qui a fait les camps de concentration comme déporté, mais il était psychiatre, fait qu'il a fait une analyse de ça, puis il a basé une théorie là-dessus, qui est la logothérapie. Donc, c'est un petit livre, il raconte son histoire, c'est excellent. Donc ça, c'est les gens qui manquent de sens dans leur vie, ben c'est vraiment une bonne base. Dans les coups de cœur aussi, c'est le livre de Mark Manson qui est L'art subtil de s'en foutre. Donc lui, c'est un gars quand même no-name qui a écrit ça. Puis j'aurais pu dire exactement les mêmes mots à la même place. Je dis, hey, ce gars-là, là, il est vraiment hot. Puis tu sais, le livre, il est orange, fait que, tu sais, ça fit. Puis je le recommande souvent aux patients parce que ça fait un ménage dans c'est quoi tu veux vraiment, puis est-ce que ça en vaut la peine. Puis, tu sais, travaille sur tes valeurs parce que c'est ça qui va donner un sens, justement, à ta vie puis qui va te guider dans tes choix. Fait que ça, c'est sûr que ces 2 livres-là sont excellents. Puis sinon, l'autre tabarouette qu'il y en a des livres. Ben, je l'ai lu dernièrement.
Ouais. Puis c'est super génial parce que pour les personnes, ça s'appelle l'alcool expliqué. C'est un avocat qui écrit ce livre-là, il est en français, il vient de sortir. Puis lui, il voulait trouver une méthode qui était autre que les alcooliques anonymes parce que lui, il dit je suis pas quelqu'un de spirituel, ça me prend autre chose, tu sais, c'est un mode de vie qui fonctionne au plan social, spirituel, tout ça, mais dis-moi si ça m'intéresse pas. Puis il a écrit un livre qui s'appelle L'alcool expliqué. Puis c'est génial. J'ai fini de le lire la semaine passée à peu près. Puis scientifiquement, il décortique tout par rapport à l'alcool. Puis après d'avoir lu ce livre-là, là, j'ai revu une itinérante qui buvait, là, puis ma vision des choses était vraiment différente. Puis j'avais jamais regretté d'avoir bu dans ma vie. Parce que ça s'est passé. Et après ce livre-là, je me suis dit, ah, Seigneur, si j'aurais lu ce livre-là avant, c'est excellent. C'est puis il est gratuit en PDF sur Internet, fait que c'est pour quelqu'un qui veut qui pense qu'il a un problème d'alcool ou qui en a un ou qui est un alcoolique chronique ou qui a quelqu'un dans son entourage que le problème d'alcool, c'est excellent. Et la dernière question, qui aimerais-tu rencontrer hypothétiquement en sortant aujourd'hui de chez toi? Mon Dieu, oui, j'aimerais ça rencontrer. Moi, j'aimerais bien rencontrer ça, là. Ces temps-ci, là, je suis bien sur Sylvester Stallone, là. J'ai même mon chalet de Rocky. Ah ouais. Je me suis retapé comme les Rocky, puis je trouve que, tu sais, c'était quand même, il y a tellement des, tu sais, une morale là-dedans qui va toujours traverser le temps, puis il y a l'histoire de Sylvester Stallone en arrière de ça, tu sais, qui était très pauvre, il restait 108 piastres dans son compte de banque, puis il a refusé de vendre son scénario pour 250 000 piastres parce qu'il voulait jouer dedans. Puis regarde, ça l'a mené où? C'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Bah oui, ça demande une grande confiance et une connaissance de qui on est. Et au final, ça résume bien ton histoire. Prendre des coups, tomber, se relever, en éviter, en donner, gagner le combat. Très content d'avoir pu avoir cette discussion avec toi. Une histoire très 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 forte parce que souvent on est un peu habitué à des histoires plus linéaires, mais c'est souvent dans le creux de la vague qu'on en apprend le plus sur qui on est. Donc merci de nous avoir dit tout ça en toute transparence et en toute générosité, et je te laisse le mot de la fin. Ben merci pour l'invitation. Honnêtement, c'est toujours un plaisir de partager. Puis, tu sais, ce que je peux dire, c'est que, tu sais, ça fait du bien d'aller voir un psy des fois pour voir plus clair là-dedans, tu sais, pour savoir qui on est vraiment. Puis ça vaut vraiment la peine de réfléchir avant d'agir, au lieu de toujours réagir, de se révolter ou de se soumettre. Il y a quelque chose, il y a un monde là qui est à l'extérieur de ça. Puis tout le monde peut trouver sa place s'il se donne la peine de le faire, de réfléchir, d'agir, puis d'agir de plus en plus en cohérence avec ce qu'il est. Tu sais, ça, c'est à portée de tous. Bah, c'est une bonne manière de finir cet épisode.